on se doit de parler pour la victime. Essayer de reconstruire son histoire à partir de son corps. Notre travail, c'est ça en fait, c'est de regarder chaque centimètre de peau en fait. Cet enfant que je retrouve sur ma table d'autopsie, c'était des ecchymoses, des hématomes, des cicatrices de plaies, des cicatrices de brûlures. C'est des contextes de femmes où on les retrouve dans des mares de hanches, lardées de coups de coude. Les blessures, quand elles mettent les mains comme ça peut être les jambes aussi. Elle savait que la prochaine fois qu'il lèverait la main sur elle, eh ben, ce serait le coup de trop qui mettrait fin à sa vie. Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Témoins Clés. Sachez que très prochainement, tous les épisodes seront à découvrir en podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une femme dont le métier est de faire parler les corps. Karine Dabadi est médecin légiste. Elle a écrit un livre, Corps, 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 paru aux éditions Globe. Bonjour Karine. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'être venue dans Témoins Clés, ça me fait très plaisir. Merci. Votre métier, c'est donc d'ausculter les corps, si je peux dire. À la fois ceux des vivants, victimes de violences, mais aussi ceux des morts. Pourquoi d'ailleurs on dit qu'un médecin légiste fait parler les morts ? Ah, c'est une très bonne question. On fait parler les morts parce que à travers nos analyses, notre examen, notre écoute, en ce qui concerne aussi les personnes vivantes, donc on fait parler les corps en quelque sorte, on va être capable de restituer leur histoire et on va être capable de lui redonner en quelque sorte vie pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que grâce à vous, grâce à vos autopsies, c'est quelque part cette victime qui donne son dernier mot ? En fait, l'autopsie, oui, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux, puisqu'on ne va pas se contenter de dire la cause du décès, puisque tout le monde pourrait attendre. On va être capable, on va scruter centimètre par centimètre l'ensemble de ce corps. On va pouvoir dire s'il y avait des violences, par exemple, plus anciennes, des violences plus récentes. Dans quelle position était la victime, dans quelle position on peut imaginer était l'auteur. On va pouvoir dire si le décès résulte de blessures contondantes, de blessures par arme blanche, s'il y a des traces de strangulation, s'il y a des traces de blessures par arme à feu. Donc c'est extrêmement large, en fait, tout ce qu'on va pouvoir dire. S'il y a 50 plaies, on va devoir décrire les 50 plaies. Pourquoi on pourrait dire, oui, mais attendez, du moment qu'il y en a une qui cause le décès, pourquoi décrire ? Mais c'est totalement différent de pouvoir dire s'il y a une plaie à l'origine du décès ou s'il y en a 5 ou 10. L'intention de donner la mort n'est pas la même. Et donc, c'est ce qu'attendent derrière aussi bien les familles que les enquêteurs, que les magistrats. Il y a deux facettes en fait dans votre métier, je l'ai dit, c'est à la fois on ausculte les corps vivants, ce qu'on appelle la médecine légale, la médecine du vivant, et puis la thanato. Vous pouvez juste nous préciser avant qu'on rentre dans des affaires ? Alors la médecine légale du vivant, c'est une très grosse partie de notre activité. Alors c'est pas celle qu'on montre à la télévision, dans les séries, comme on peut voir. Et là aussi, on a un rôle fondamental. Le premier rôle étant le recueil de la parole. On est là où la personne qui est en face de nous doit se sentir suffisamment en confiance pour nous confier son histoire actuelle, mais aussi ce qui s'est passé avant. Voilà. Tout cela, on va le retranscrire dans un certificat médical. Le plus souvent, ce sont des certificats médicaux rédigés suite à une réquisition, police ou gendarmerie, mais aussi on peut le faire dans le cadre de ce qu'on appelle de dossier conservatoire, c'est-à-dire qu'on peut recueillir la parole d'une femme qui a été victime de violences conjugales ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaite pas déposer plainte pour l'instant, mais on va recueillir tous les éléments, faire aussi un examen clinique, faire des prélèvements si nécessaire, qu'on conservera sous scellé et qui seront disponibles dans un délai de 3 ans. Elle a 3 ans pour déposer plainte et dans ce cas-là, elle peut dire à l'officier de police ou de gendarmerie, voilà, j'ai été examinée à telle date. Mais elle arrive comment, cette personne, s'il n'y a pas de réquisition à vous ? Elle arrive à nous comme ça, en fait. Alors, le travail des associations, il est énorme. On n'en parle pas assez souvent. Mais pour moi, il est fondamental pour pouvoir les accueillir et recueillir leurs paroles et faire un examen clinique. Ou alors, elles franchissent la porte spontanément, accompagnées par des amis. Voilà. Alors, justement, on va parler de quelques affaires qui vous ont particulièrement marqué. Je vais d'abord parler de l'histoire de Pierre. On est en septembre 2011. Karine, vous exercez alors aux Antilles. Vous êtes installée avec votre mari et vos 5 enfants en tant que médecin légiste. C'est le petit matin. Vous êtes à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et vous sautez dans un avion, direction Saint-Martin. C'est un décor de rêve. Et pourtant, dans ce décor de rêve, vous allez
constater l'enfer. Vous allez devoir autopsier un petit garçon qui a fait un arrêt cardio-respiratoire et l'autopsie du corps va révéler des choses extrêmement graves. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Cet enfant que je retrouve sur ma table d'autopsie, il était d'abord d'une maigreur extrême. Et très rapidement, quand j'ai fait l'examen externe déjà de son corps, il n'y avait quasiment pas un intervalle de peau saine. C'est-à-dire que sur l'ensemble de son corps, j'avais des lésions, soit des cicatrices de lésions anciennes, soit de lésions plus récentes. Alors c'était souvent des ecchymoses, des hématomes, des cicatrices de plaies, des cicatrices de brûlures. Et sur son visage, quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire que sur son visage, on a un frein, enfin c'est une petite membrane, enfin plus qu'une membrane, un reliquat cutané qui est ici, ce qu'on appelle le frein de la lèvre supérieure, et qui était déchiré, mais déchiré, on sentait que c'était déchiré, cicatrisé en fait. Comme s'il avait été attrapé par la lèvre, ou tiré fortement, ou pendu par la lèvre. Voilà, ça c'était la première fois que je voyais ça. Ensuite, quand on fait les autopsies, on fait ce qu'on appelle des crevés, c'est-à-dire des incisions larges, et on récline les plans. Et malheureusement, au crevé, je voyais effectivement des lésions aussi en profondeur, supplémentaires, qu'on ne voyait pas sur le tissu cutané superficiel. Après, on fait notre temps autopsique. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est l'incision du menton au pubis. On fait nos incisions au niveau du cuir chevelu qu'on récline. On scie le crâne, voilà. Dans une autopsie, on va tout examiner un par un. On ne s'arrête pas à la cause du décès. Dans le cadre de cet enfant, en fait, le décès, il va présenter un arrêt cardio-respiratoire secondaire à la fois à des dénutritions, à des traumatismes crâniens multiples. Il avait un cerveau qui était très, très œdémacié, très gonflé, voilà. Donc, c'est pas un coup de feu, c'est pas un coup de couteau, c'est pire que ça en quelque sorte. Ça voulait dire, sur ce petit corps-là, c'est que ce petit enfant qui n'avait que 3 ans, les violences, elles se sont répétées depuis sa naissance. Et ça, c'est extrêmement perturbant, d'autant plus perturbant que cet enfant, il avait été hospitalisé quelques semaines avant, qu'il y avait un signalement par un membre de sa famille qui avait été fait pour dire voilà, je comprends pas, il est dénutri et autres, qu'il était suivi par les services sociaux. Voilà. Donc en fait, et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qui l'a violenté, ce petit garçon ? Sa mère, parce qu'elle pensait qu'il était empris du démon et autres. Voilà. Donc il y avait tout quelque chose qui était construit autour de cette violence, en quelque sorte. Et cet enfant était, si elle le trouvait agité, pour elle, c'était parce qu'effectivement, il y avait derrière quelque chose de spirituel. Pour moi, c'est comme si on ne reconnaissait pas en elle-même la violence si elle était excusée par quelque chose. Voilà. Ah, vous pensez qu'elle se cachait derrière ça ? C'est votre je pense pas qu'elle se cachait, je pense qu'elle en était persuadée. Elle-même, en fait. Je pense pas que c'était... je pense qu'elle en était vraiment persuadée. Moi, ce que je sais, c'est que ce petit garçon, depuis qu'il était né, en quelque sorte, il a extrêmement souffert. Comment vous rangez vos instruments ? Vous terminez l'autopsie ? Comment on rentre chez soi, après, quand on vient de faire une autopsie sur le corps d'un garçonnet qui a souffert toute sa petite existence ? Alors, on dit toujours que le travail est au travail. C'est un peu la même chose quand j'étais en médecine d'urgence, et que chez soi, on ne ramène rien. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, effectivement, tout ce qu'on a vu, on le garde pour soi. Alors, on essaie de pas trop ramener chez soi, mais en quelque sorte, on ne peut pas sortir de là, surtout que les histoires se répètent. C'est ce petit garçon, l'autopsie suivante, ça va être encore une autre histoire qui va nous laisser une trace, parce que ce n'est pas une autopsie par jour, c'est au moins 3 ou 4 autopsies par jour qu'on fait. Donc, c'est cette histoire plus une autre, plus une autre. Ce qui m'a toujours sauvée, moi en tout cas, c'est de pouvoir en discuter avec mon équipe. Mon travail, il est toujours en pluridisciplinaire. L'autopsie, on n'est pas tout seul. Il y a un agent de salle qui est avec nous. On fait les autopsies à 2 médecins légistes, donc on en parle entre nous. Et puis, dans mon équipe, il y a une psychologue, il y a une assistante sociale. C'est bien de pouvoir les débriefer à travers des staffs, de mettre ces situations à plat. Il faut libérer votre parole. Et d'essayer d'en faire des choses de positives. Comment s'améliorer, en fait. Je pense que si on essaie de détourner, en fait, la gravité de la situation en se disant plus jamais ça, il faut réfléchir à ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est quand même moins difficile à vivre. On en ramène une partie
pour en faire quelque chose de constructif derrière. C'est-à-dire, vous travaillez beaucoup, on va en parler un peu plus tard, sur la prévention. Oui. C'est très important pour vous et on sait que l'argent, quelque part, doit être mis là-dessus, sur la prévention et pas réagir a posteriori. Malheureusement, des corps abîmés, vous l'avez dit, vous en voyez beaucoup dans la journée. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est parfois 3. Les corps meurtris. Et il y a un sujet qui vous bouleverse particulièrement, ce sont les féminicides. Oui. Vous en parlez également dans votre livre. On est toujours aux Antilles, c'est fin août 2012, et vous allez autopsier 2 corps dans la foulée, le corps de Corinne et le corps de Nathalie, qui ont été toutes les deux tuées par leur ex-conjoint. Quelques mots d'abord sur l'histoire de Corinne. Alors, Corinne ou Nathalie, enfin, pour moi, c'est un peu la même histoire, en fait, sur ces 2 histoires. C'est des mamans, en fait. C'est à l'approche de la rentrée scolaire. C'est des féminicides qui ne vont pas s'arrêter à un coup de couteau, c'est plusieurs coups de couteau. C'est des mamans qui travaillent, c'est des mamans qui tous les jours se lèvent, se maquillent pour cacher les traces de violence, parce que ça c'est important, qui ne montrent rien, qui ont peur d'en parler, qui ont peur que les autres le sachent, qui ont peur pour leurs enfants avant tout, parce que dans toutes ces histoires, c'est des mamans qui veulent protéger leurs enfants. Et c'est pour ça qu'elles ne parlent pas. Et c'est pour ça qu'elles ne parlent pas, parce qu'il y a aussi toujours cette histoire financière derrière. En tout cas, dans ces 2 histoires, il y a aussi ça, comment élever seules après leurs enfants. Parce que dans leur parcours, on leur fait aussi tellement croire que, en fait, on les frappe parce que il y en a qui vous disent « Oui, mais en fait, je suis pas gentille ou je fais pas bien les choses. » Ou « Il a raison, effectivement, je suis une incapable. » Donc, en fait, elles ont l'impression que c'est quasiment normal qu'on les frappe. Et puis, elles ont l'impression que l'enfant ne voit pas ce qui se passe et que si elle commence à en parler, ça va s'afficher aussi à la vue de l'enfant. En fait. Et comment vous le savez? Parce qu'elles n'ont plus la parole pour parler, ces femmes. Elles n'ont plus la parole pour le parler, mais dans leur façon d'agir et dans l'entourage et dans ce que j'ai pu entendre et dans ce que j'ai appris par derrière. Et elles ne sont que l'image actuelle de ces 2 corps que j'ai eus. Elles ne font que révéler ce que les autres femmes vivantes me disent bien, en fait. Comment elles sont mortes, ces 2 femmes? Lardées de coups de couteau. Voilà. Dans les 2 cas, c'était des blessures dans le cœur, dans le thorax. C'était extrêmement violent. Et c'est d'autant plus violent qu'on sente qu'elles se débattent. Parce que ce qu'on regarde aussi dans notre examen, c'est effectivement les lésions de prise ou de défense. Les lésions de prise, c'est quand on vous attrape, soit par les avant-bras, soit par les bras, soit aussi par les jambes, n'importe quoi. On peut voir des empreintes de doigts au niveau effectivement des membres. C'est quand on essaie de vous maintenir très fortement par le cou. Et de défense, donc les blessures, quand elles mettent les mains comme ça peut être les jambes aussi, ça peut être... Vous voyez tout, vous, à l'autopsie. Tout. Et on voit que ces femmes, elles se battent jusqu'au bout. Et en tout cas, dans le cas de ces 2 femmes-là, ce qui était extrêmement difficile pour moi et ce qui a fait on a vraiment tapé du poing sur la table avec mon équipe et qu'on s'est dit, il faut vraiment que l'on voit comment est-ce qu'on peut mettre en place une procédure pour détecter justement des signes de gravité qui nous permettront d'éviter ce type de situation. C'est toujours pareil, c'est des contextes de femmes où on les retrouve dans des mares de danse, lardées de coups de couteau. Et puis avec le gros contraste où quand vous rentrez dans une pièce à côté, vous avez le petit cartable d'école qui est prêt pour l'enfant. Et l'auteur revient, c'est des ex-conjoints, ils reviennent à ce moment-là. C'est pareil. Dans quel but? Le petit enfant va partir. Parce que la femme a décidé de partir, elle prend son envol, on ne supporte pas, donc c'est quoi? C'est de la possession? C'est de la possession, c'est exactement ça. Et puis il leur a pris toute leur existence vivante. Et il a contrôlé leur vie et il veut contrôler leur mort, il veut dominer leur mort. Et puis elle ne doit pas partager avec quelqu'un d'autre une histoire. Si elle ne lui appartient plus, elle appartiendra à personne d'autre. Systématiquement, vous allez au procès, parce qu'on vous demande de faire un bilan de votre autopsie. Quand vous allez au procès, je pense notamment au procès des 2 meurtriers de Corinne et Nathalie, est-ce que vous les regardez dans les yeux? Et est-ce que vous leur expliquez, voilà de quoi elle est morte, voilà ce qui s'est passé? Je ne vais pas le regarder droit dans les yeux. J'ai besoin de voir son visage, effectivement. Mais je ne vais pas chercher, en fait, un regard particulièrement appuyé avec lui, parce que de toute façon, je ne suis pas là non plus pour le juger moi, en quelque sorte. Je suis là pour parler pour cette femme qui ne peut plus parler. C'est mon seul intérêt. Savoir comment il est, lui, à ce moment-là,
peu m'importe, je dois parler pour cette femme qui s'est débattue avant, qui avait cherché sûrement à dénoncer les faits avant et qui n'a pas pu. Cette femme à qui je dois pouvoir essayer de reconstruire son histoire à travers moi, ce que j'ai vu. Et encore, moi, je ne sais possiblement pas tout puisque je ne suis pas enquêtrice. Moi, je sais tout ce que je vois à partir de son corps en lui-même. Et peut-être que du coup, effectivement, je vais apporter des éléments différents de l'œil de l'enquêteur. Et puis autre chose qui est important pour nous aussi, c'est de dire est-ce qu'il y a eu des lésions post-mortem? Est-ce que après avoir commis les faits, oui, mais il peut l'avoir tué d'un coup de couteau par exemple, dans le thorax ou autre, et puis après les faits, d'un coup de rage, avoir cherché à la mutiler, et ça, pas dans ces 2 cas présents, mais je l'ai vu dans d'autres cas effectivement. Et là encore, victime. On leur doit, parce que là aussi, c'est quelque chose. C'est des circonstances aggravantes ou pas au procès? Ah oui, c'est des circonstances aggravantes. Et c'est important, effectivement, pour les magistrats de le savoir. Voilà. Et comme je dis, nous, on est là pour tout dire. On n'est pas là pour juger, ni l'auteur des faits. Mais en tout cas, on se doit de parler pour la victime. Et vous parlez beaucoup des violences conjugales. En tout cas, c'est un combat que vous menez sur la prévention et les violences faites aux enfants. Est-ce qu'on vous appelle parfois pour des scènes de crime, des coups de kalachnikov dans la rue? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors oui, ça effectivement, surtout quand j'étais aux Antilles, il y en avait plus parce qu'il y a énormément d'armes à feu qui circulent, comme on pourrait voir dans certaines régions, comme à Marseille ou en Corse. On a un taux d'homicide dans les îles qui est extrêmement important, même si on n'en parle pas beaucoup. Je me rappelle même une fois, dans la même journée, j'étais sortie à 5h du matin pour quelqu'un qui avait été à l'arme à feu dans les grands fonds. C'était une rixe entre 2 personnes et il s'était pris un coup de canon aussi pile poil dans la face, le décès. Et j'étais encore sur place quand on m'a appelé pour un homicide conjugal qui se passait à 600 mètres de là où j'habitais, donc une autre partie effectivement de l'île, c'était vers le quartier de Gosier. Une femme qui a été tuée en pleine rue par son compagnon, lardée de coups de couteau. Donc ça, c'était vers 10h du matin. Et puis, je terminais mes constatations quand on m'a appelé pour quelqu'un tué dans un bus pour un mauvais regard d'un coup de couteau. Alors, c'est pas tous les jours comme ça. Ça a été une fois sur mes 6 ans où j'ai eu 3 homicides, effectivement, dans la même journée. Voilà. Mais pour vous dire, il faut passer de l'un à l'autre et enchaîner avec des histoires totalement différentes. Et après, vous rentrez chez vous, vous faites le petit-déj à vos enfants et vous les emmenez à l'école ? On n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça que ça doit se passer, effectivement. On doit laisser ça à côté, effectivement. On va s'occuper de ses enfants et puis après, on va retourner à l'hôpital pour continuer sa journée, rédiger nos rapports, programmer les autopsies. On a beaucoup parlé des morts, que vous essayez de faire parler les morts, en tout cas par votre travail approfondi, d'autopsier les corps, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle la médecine légale, où les personnes sont encore... Du vivant. En fait, il y a la médecine légale du vivant et la médecine légale du mort. La médecine légale du vivant, c'est ce qu'on fait dans les unités médico-judiciaires. Et la médecine légale du mort, c'est la thanatologie. Alors justement, on va parler de la médecine légale du vivant. Il y a une affaire dont vous parlez dans le livre qui vous a particulièrement marqué, et je peux le comprendre, puisque moi-même, en lisant cette affaire, ça m'a bouleversée. On est en 2019 cette fois-ci, et vous recevez dans votre bureau une jeune femme, 35 ans, Béatrice, une jolie femme. Elle est avocate. Et en fait, elle est victime de violences par son mari, violences physiques, violences verbales, mais elle ne veut rien dire. Elle veut garder cet enfer pour elle. Elle a même prévu quelque part de quitter la terre. Elle veut se suicider. Sauf qu'elle va vous dire, il m'a pris ma vie. Et vous m'avez volé ma mort. Racontez-moi. Cette jeune femme, elle était extrêmement touchante pour différents points. D'abord parce que c'était pas la première fois qu'elle était victime de violences, comme la plupart, bien évidemment. Il y avait des violences physiques, psychologiques, verbales, sexuelles. C'était vraiment tout y était. Ça faisait des années qu'elle vivait avec cette personne. Et quand elle voulait en parler autour d'elle, elle n'était pas entendue. Parce qu'elle aussi ne se laissait pas entendre, parce qu'elle se dissimulait derrière les vêtements. De fait, sa profession, je pense que c'est pas qu'elle acceptait la violence, mais je pense que si elle en parlait, on allait lui dire « Attends, t'as pas ton métier, quoi. Pas toi, c'est juste pas possible. T'es avocate. T'es avocate, tu dois... »
Donc, elle le dissimulait encore plus. Et elle avait une petite fille, précisément. Et elle avait une petite fille. C'est simple, pour elle, c'était bientôt dans le journal, ça allait être la énième personne décédée, le énième féminicide dans le journal. Elle avait capitulé sur le fait de s'en sortir. Et elle avait capitulé sur l'idée qu'elle pouvait continuer à se battre. Elle avait capitulé sur le fait qu'on pouvait l'aider. Et donc, elle savait que la prochaine fois qu'il lèverait la main sur elle, ce serait le coup de trop qui mettrait fin à sa vie. Et donc, elle avait tout prévu pour sa fille à qui elle allait confier et autres. Mais comment elle se retrouve alors dans votre bureau ? Elle se retrouve dans mon bureau accompagnée par des personnes. Elle en parlait dans une association. Et ça fait partie justement d'un examen qui va être fait sans réquisition. Et ce jour-là, je lui ai dit, non, je suis désolée, mais moi, je veux que vous viviez. Et je vais effectivement faire un signalement de votre situation directement au procureur et vous ne rentrez pas chez vous ce soir. Vous ne rentrerez pas chez vous ce soir parce que je vous sens en danger et parce qu'on va vous trouver un logement le temps qu'effectivement l'enquête soit faite. Il faut que le parquet et c'est là qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. Cette fois-ci, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il m'a volé ma vie et vous me volez ma mort ». Et effectivement, on se prend ça en pleine face. Nous, on est persuadés que ce qu'on est en train de faire, et j'en reste persuadée, c'est la meilleure chose pour elle, en quelque sorte. On est en train d'essayer de l'aider, de lui donner un avenir, de lui donner une chance de vivre, de partager les prochaines années avec sa fille. Mais elle ne le voit pas comme ça. Et c'est là que vous vous prenez cette espèce de claque dans la figure où vous vous dites « Mais là, tu comprends encore plus la détresse dans laquelle sont certaines femmes, en fait. » Parce que pour en arriver à dire ça, c'est-à-dire qu'on est au summum ça veut dire que c'est des femmes qui se sont battues pendant des années contre un mur, en quelque sorte. Alors, vous éloignez Béatrice de son agresseur. En discutant avec des procureurs dans d'autres endroits de la France, ils font l'inverse. Ils éloignent l'agresseur. Bon, ça, on fait un peu comme on peut. En tout cas, elle est éloignée. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous lui demandez de ne plus travailler parce qu'en fait, vu qu'elle est avocate, si elle travaille, elle va devoir s'inscrire dans un autre barreau, j'imagine, et son mari va la retrouver. Donc en fait, sa vie va changer complètement à ce moment-là. Alors moi, je rejoins complètement l'avis des procureurs de dire que ce n'est pas à la victime de partir. Sauf qu'il y a des cas d'extrême urgence. Et il y a c'est temporaire, c'est pas pour la vie. C'est ce moment-là où on sait que là, il fallait faire ça. Alors elle a repris après, j'ai su qu'elle a pu regagner son domicile, elle a pu reprendre une vie, elle a pu, voilà. Et il a été condamné Il a été condamné. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Donc vous l'avez sauvé ? J'ose espérer, parce que vous savez, sauver, c'est au long terme. Il a mis des années pour la déconstruire et elle, en fait, vivre avec cette déconstruction. Il faudra des années pour se reconstruire. Et pour qu'elle se reconstruise, il va falloir lui donner les moyens, effectivement, de se réapproprier son corps, son image et sa façon de penser. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et qu'on n'en a pas assez conscience. Et si on a encore autant de féminicides à l'heure actuelle, c'est parce qu'on ne travaille pas assez et sur la prévention et sur l'accompagnement au long cours. Quand on regarde les dernières histoires, ce sont souvent commis encore par les ex-conjoints, pas qu'elles les laissent revenir, mais elles sont peut-être encore suffisamment fragiles pour ne peut-être pas encore, pas alerter, parce que la plupart, elles ont réalerté derrière, mais elles n'ont pas été entendues. Voilà. Donc, il faut qu'on s'améliore justement dans leur façon... Et l'écoute. Sur l'écoute, mais même après, en fait. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on soit encore présent pour elle. Exactement. Cette histoire-là, elle m'a dit, il faut apprendre à mieux regarder, mieux examiner encore plus les victimes. Pourquoi ? Parce qu'elle, justement, cachait ses hématomes, ses coups. Quand il y a des femmes encore qui vont déposer plainte, c'est vrai que l'histoire de quand vous n'êtes pas, tant que vous n'êtes pas bleu marine. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi chercher et interroger, peut-être poser plus de questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce maquillage ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces vêtements peut-être trop parfaits ? Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est apparent. Il faut vraiment prendre le temps, les interroger en fait. Et ça, je pense qu'en tant que médecin légiste, c'est quelque chose qu'on se doit. On se doit de décrire. C'est pas parce qu'elle a reçu un coup, par exemple, elle dit j'ai reçu un coup sur le bras, qu'on ne se doit pas de faire un examen complet et rechercher d'autres traces de violence. Et c'est ça, mieux regarder les corps, en quelque sorte. Vous avez été à l'origine, peut-être grâce à vos autopsies, d'une découverte d'un empoisonnement, d'un meurtre qui aurait pu être considéré comme une mort classique. Et en fait, derrière, il y a quelque chose de plus grave. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir aussi au travers de ces corps ? Oui, parce que en fait, quand on fait l'autopsie,
Donc, j'ai détaillé un peu tout à l'heure, mais j'ai pas parlé des prélèvements qui sont faits de façon systématique. Donc, on fait des prélèvements d'organes. Alors, il y a certains organes qu'on prélève en entier, d'autres qu'on prélève par morceaux. On fait des prélèvements à visée toxicologique. Donc, on va prendre pour la toxico, on prendra du sang, des urines. Parce qu'en fait, c'est aussi pour pouvoir répondre de façon formelle que le décès, il est lié strictement à ça et pas à autre chose. Par exemple, je pense à une petite fille pour laquelle on m'avait dit qu'elle était décédée dans son lit, voilà, brutalement. En quelque sorte, c'était une autopsie qui était étiquetée possiblement mort naturelle chez un enfant. Et donc, l'autopsie, là, on est tout seul. Et puis, sur la table d'autopsie, mon attention est attirée par des petites abrasions très superficielles vers le bas du ventre et dans le dos. Et puis, je commence à faire mon incision et là, je vois des litres de sang dans le ventre. Donc, j'arrête mon autopsie et j'appelle le procureur et je dis voilà, je pense qu'il y a un traumatisme pour expliquer ça. Donc, je souhaiterais qu'il y ait des enquêteurs qui puissent venir en salle. Donc, les enquêteurs viennent en salle et on reprend tout de suite l'autopsie. Et en fait, cette enfant, elle avait une fracture à la fois du pancréas, une fracture du foie et de la rate. Et le décès était lié sur un choc hémorragique dans ce contexte-là. Et donc, je dis à la fin de l'autopsie, je dis c'est très simple, cet enfant, soit vous me dites qu'elle a eu un accident de voiture récemment, soit vous me dites qu'elle a eu un accident de vélo, qu'elle s'est pris le guidon, en fait, comme ça, soit on lui a sauté sur le ventre. À partir du moment où vous découvrez cela, est-ce qu'il y a une ouverture d'enquête derrière ? Oui, bien évidemment, les enquêteurs tout de suite vont lancer une enquête. Il n'y avait pas de vélo et pas de voiture, et donc comme il y avait d'autres enfants dans la fratrie, tout de suite, les 3 enfants sont entendus. Dans le service que je dirigeais, on avait la salle d'audition Mélanie, en fait, qui était rattachée au service, voilà. Et effectivement, oui, c'est une cellule spéciale, peut-être expliquer, c'est une cellule spéciale alors, la salle qui est mise Mélanie, en place exactement, par les services de police pour entendre la parole, recueillir la parole des enfants. Exactement. Alors, ce qui fait, moi je trouve ça très bien quand c'est rattaché à l'unité médico-judiciaire, puisque du coup l'enfant est entendu dans une même unité de lieu et de temps, donc les enquêteurs vont entendre l'enfant, mais ensuite il y a une infirmière et une psychologue de l'unité médico-judiciaire qui peut accompagner l'enfant jusqu'au médecin légiste, donc son parcours est plus simplifié, lui est expliqué, et il y a qu'une seule audition, c'est-à-dire que les faits vont nous être rapportés après nous par les enquêteurs, on n'a pas besoin de réinterroger sur les faits. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi pour tous ces enfants victimes, c'est aussi bien de ne pas répéter à 10 000 personnes différentes. Et donc là, il y a les frères et sœurs qui sont entendus. Et donc là, il y a les frères et sœurs racontent qu'elle n'avait pas été sage. Et effectivement, elle ne voulait pas mettre le couvert et participer. Et donc là, comme elle n'avait pas été sage, sa belle-maman l'avait allongée sur le dos, elle l'avait mise sur le sol et elle lui avait sauté fortement sur le ventre. Et ensuite, ils étaient passés tout l'après-midi, le papa travaillait, et ils avaient passé l'après-midi ensemble. Elle s'était mise à vomir, en fait, dans l'après-midi, à plusieurs reprises, la petite fille, ouais. Et elle avait fini par la coucher, et en fait, elle est décédée dans son lit. Alors, c'était une famille reconstruite. Les autres enfants étaient issus de l'union du couple actuel, et elle avait été issue d'une autre union, où elle avait été retirée de la famille, parce qu'elle était victime de violences par sa propre mère. Donc c'est vrai que c'est des parcours qui sont effectivement donc cette marquants. Petite fille est retirée de sa famille, de sa maman. Elle se retrouve avec une belle-mère qui elle-même la maltraite. Exactement. Est-ce que la belle-mère a été mise en examen, elle a été condamnée ? Elle a été mise en examen et puis incarcérée très rapidement en fait. Et elle a été condamnée, ouais. Parce que j'imagine que, bien évidemment, il y avait d'autres violences auparavant. Exactement. Alors, c'est là où on se rend compte, en fait, l'importance de la médecine légale, cette autopsie que vous allez faire et qui va faire que derrière, il y a une enquête qui va s'ouvrir. Oui, et c'est pour ça qu'on se doit effectivement d'être toujours très systématique et de se dire que derrière chaque corps, il y a une histoire et il y a potentiellement l'intervention d'un tiers. Parce qu'en fait, dans quel cadre on va faire une autopsie ? On va faire une autopsie quand on est sur une mort criminelle dont on le sait, ou une mort suspecte, ou alors quand c'est une mort brutale, inattendue. Et donc ça peut être effectivement une cause médicale. Donc il y a très souvent, ce sont des causes médicales sur des pathologies non connues. Ça peut être une cause toxicologique. Et puis, dans certains cas, effectivement, on peut se dire que derrière cette mort où on n'avait aucune trace visible pour quelqu'un qui
qui va le voir comme ça, un médecin qui va constater le décès, ou un entourage, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de traces évidentes, et ben nous, on va regarder, et que notre travail, c'est ça, en fait, c'est de regarder chaque centimètre de peau, en fait, et de corps qui nous est présenté. On va trouver effectivement qu'en fait, il y avait bien intervention d'un tiers et que cette mort n'est pas naturelle du tout. Et c'est là qu'on se dit aussi l'importance, au fait, aussi, de se dire que sur une mort inattendue, l'importance de faire une autopsie, quoi. Parce qu'on aurait pu se dire aussi, on fait simplement un petit examen comme ça, où on dit que possiblement il y avait peut-être quelque chose, et puis on s'arrête là. L'auteur des faits, à ce moment-là, n'est jamais arrêté. Ah oui, on n'aurait jamais su. D'où l'importance de votre travail. Ouais. Quelle est l'affaire, l'histoire, le corps qui vous a le plus touché, le plus marqué, s'il y en avait un, dans toute votre carrière ? Toutes les histoires, en fait, sont assez touchantes dans ce qu'on peut autopsier, notamment dans le domaine de tout ce qui est violence conjugale ou violence faite aux femmes. C'est pas qu'on n'est pas touché quand on sort sur un dealer qui va être effectivement brutalement. Cependant, je dirais que ça va être encore dans cette histoire, je pense à cette femme. C'est encore un féminicide. Marjorie. Ouais, Marjorie. En 2012. Oui. Vous racontez dans votre livre, en effet, un jour funeste de novembre 2012, Marjorie. Qu'est-ce qui est arrivé à Marjorie ? Alors Marjorie, c'était une jeune femme, maman de 4 enfants, qui était en instance de séparation avec son compagnon, qui avait porté plusieurs fois plainte. Et la dernière fois, elle avait voulu déposer une plainte parce qu'il avait tenté de la séquestrer. Il avait son mari. Oui. Il avait tenté d'autres fois de l'étrangler. Voilà. Mais cette fois-là, pour la séquestration, on lui avait dit qu'en quelque sorte, c'était pas assez grave, c'était une main courante. Voilà. Et puis quelques jours plus tard, en fait, il voulait une explication. Elle a accepté de monter en voiture avec lui, et puis elle n'est jamais rentrée à la maison. Jamais. Ses enfants s'inquiétaient. Lui allait même jusqu'à appeler en disant « Mais où est ta mère ? J'ai pas de nouvelles. » Voilà. Et en fait, Marjorie, on l'a retrouvée en bas d'une ravine. Elle était ligotée dans des draps blancs, en fait. Et on avait remonté le corps. Et cette femme, elle avait été légèrement au coutelas par son compagnon. Pourquoi ? Au coutelas. C'est les gros couteaux avec les grosses lames comme il y a aux Antilles, en fait, pour couper la canne à sucre, entre autres. Cette histoire m'a particulièrement marquée parce que, il l'avait deux, il a ligoté, il a cherché à faire disparaître le corps, c'est-à-dire que sa vie lui avait prise. Là, il a même cherché à faire disparaître complètement son corps. Et la force pour aller sectionner ce coup, la force, la détermination pour aller dissimuler ce corps, ça interroge vraiment sur les intentions, effectivement. Donc, c'était je te tue, je fais disparaître, je te gnome deux, je te jette en bas de la ravine. Enfin, pour moi, c'est d'une extrême violence. La disparition totale de la personne. Exactement. Il voulait l'anéantir. Il voulait l'anéantir. Et lors de la reconstitution, d'ailleurs, il n'a pas tout dit, en fait. Il a été condamné, ce monsieur ? Il a été bien sûr condamné. Oui, il a eu une très grande peine. Ouais. Une autre histoire, c'était mais qui traduit en quelque sorte l'actualité à ce jour, en fait. Donc, cette autre jeune femme qui s'appelle Martine, elle était séparée de son compagnon. Elle avait 2 enfants et il vivait très mal la séparation. L'ex-conjoint, donc. Exactement. Et il lui avait dit on va déjeuner ensemble avec les enfants, et elle pensait possiblement que c'était peut-être le chemin vers la possibilité de discuter et peut-être de mieux accepter cette séparation. En tout cas, ils vont déjeuner ensemble et ils vont garer la voiture devant la maison. Et à peine descendu de la voiture, il va prendre son fusil. Il était champion de balle-trappe. Et il va lui tirer directement dans le ventre. Les 2 enfants vont partir en courant. Il y a un des petits-enfants qui va se prendre, il va tirer sur son fils avec un impact ici derrière la tête. La petite fille va aller se cacher dans sa chambre et il va tirer à travers les couvertures. Ensuite, il va aller tuer 2 oncles, une tante, et le lendemain, il se suicide dans sa voiture. Cette histoire, elle est dramatique parce que on voit, pour moi en tout cas, elle me fait écho
un petit peu ces féminicides qu'on a depuis le début de l'année. On voit que il va laisser aucune trace. Il tue sa femme, il va tuer ses propres enfants, il va tuer les oncles et les tantes, tous ceux qui autour et qui gravitaient. C'est la destruction d'une famille entière avant de mettre fin à sa vie. Donc dans ce contexte de virus-là, on voit très bien qu'il leur prend la vie, mais il veut les embarquer dans sa propre mort aussi. C'est ça qui est important, c'est comme ça que je vois. Et quand on regarde depuis le début de l'année, on en parle ou on n'en parle pas, mais on a eu énormément de féminicides associés à des infanticides. Il y en a eu énormément depuis le début de l'année, et il y a eu énormément de féminicides, notamment ces derniers temps, suivi du suicide de l'auteur. Mais pourquoi ? Alors, le problème, c'est qu'un féminicide suivi du suicide de l'auteur, et c'est extinction aussi de l'action publique. Donc, pour moi aussi, je me dis, c'est qu'en plus, il n'y a aucune réparation possible. Pour les autres. Pour les autres, pour la famille et ceux qui restent. Il faut aussi penser à ceux qui restent. Pour moi, effectivement, le temps du procès, la personne, elle est vivante à travers ceux qu'on reconstitue, pour ceux qui sont en face. Et en quelque sorte... on leur redonne ça aide un petit peu à la possibilité aussi de dire au revoir à leur famille. Voilà, parce que leur famille, alors c'est extrêmement violent pour les familles d'apprendre comment elles sont parties. Mais à la fois, je pense que beaucoup, elles le disent souvent après, elles ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. La fameuse question, c'est est-ce qu'ils ont souffert ou pas souffert ? Voilà. Savoir si, par exemple... Vous recevez, vous, les familles ? Non, mais au procès, on nous pose ces questions. Les magistrats vont nous dire est-ce que la personne a souffert ? Est-ce que le décès est survenu rapidement ou pas rapidement ? Donc, effectivement, pour eux, en quelque sorte, si en tout cas elles entendent que c'est survenu assez rapidement, j'ose imaginer, et peut-être que je me trompe complètement, que pour elles, c'est un peu moins de souffrance dans leur tête que de se dire oui, et peut-être qu'elle a souffert pendant des heures ou pas des heures. Voilà. Et puis, c'est aussi un moyen, je pense, que la mort devienne peut-être plus concrète. Je pense que il y a certaines fois, le corps, il a tellement été mutilé, abîmé, qu'elles ne peuvent pas voir le corps. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Alors, le métier de médecin légiste, ça fait plus de 15 ans, puisqu'avant, j'ai fait de la médecine d'urgence, oui. 15 ans à côtoyer la mort. Je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment vous faites pour rentrer chez vous ? Vous avez des enfants. Je crois que certains d'ailleurs font des études de médecine, mais n'ont pas l'intention d'être médecin légiste. Comment vous faites ? En fait, j'arrive et j'arrive pas. C'est-à-dire que si j'arrive à rentrer chez moi, je raconte pas ce que j'ai vu, je prends sur moi. Je pense que de toutes les histoires que je peux voir aussi bien du vivant ou du mort, je suis pas une maman comme les autres dans le sens où je suis toujours peut-être un peu plus inquiète quand ils sortent. Ça, c'est certain. Je leur donne des conseils, des vigilances. Je suis peut-être... j'ai peut-être une vigilance qui me le dit souvent par rapport à leurs copains et leurs copines. Voilà, je suis un petit peu plus préoccupée quand ils sortent. C'est pour ça aussi que je pense que montrer l'image dans les séries de médecins légistes toujours un peu loufoque ou tordu. Alors tout n'est pas tordu. C'est vrai que sur notre table d'autopsie, quand on les voit, en fait, ce qui est assez bien traduit, quand on les voit parler, moi c'est comme ça que je le comprends en fait, quand on les voit comme parler avec les morts ou s'inventer, leur dire... Dans notre tête, c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que, on ne parle pas à voix haute à un mort. Enfin, moi, je le fais pas, en tout cas. Mais en fait, on se reconstruit l'histoire. Et en analysant la situation, je pense que c'est ce qui veut être traduit en quelque sorte en disant, voilà, on analyse les plaies et on essaie de se dire, on s'imagine la scène. Parce que ce genre de choses, on va nous demander après si les faits, c'est possible. On va nous dire, l'auteur dit qu'il était dans cette position. Est-ce que c'est possible que la victime était là ? Est-ce que vos constatations, c'est possible que ce se passe comme ça ? On est là pour aussi imaginer ce qu'a pu ressentir la victime juste avant, pendant les faits, comment elle a pu se défendre et comment ça s'est passé. Et ça, c'est important. Par contre, donner ces images après un peu loufoques dans leur façon d'agir, ou alors on va sur la scène de crime en tenue civile, pas habillée, c'est faux. Vous avez la blouse blanche. On a des combinaisons intégrales, des surchaussures, des masques. On laisse pas notre ADN sur la scène de crime puisqu'on va faire des prélèvements aussi à base ADN. Et c'est important aussi de dire que voilà, on est extrêmement humain et je pense qu'il faut être extrêmement équilibré justement pour exercer ce métier. Et vous, il y a des corps qui vous hantent ? Il y a des corps qui me hantent. Alors, je dirais, oui, ils me hantent, mais par la révolte, en fait. C'est de la révolte que je ressens à travers les corps qui me hantent, en fait. Il y a des fois, quand elles ont parlé, quand elles ont essayé de parler et qu'elles sont plus là, oui, ça me hante parce que je me dis... Qu'est-ce qu'on a raté ? Ouais, il y a une autre histoire aussi qui me hante d'une jeune femme qui avait un petit enfant et elle avait déposé plainte et effectivement, il avait été condamné à une peine de prison d'1 an et demi. Et
elle était jeune, elle est retournée le chercher à la sortie de la prison, ils se sont réinstallés ensemble. Et puis les violences, elles ont repris, parce que là aussi, on a un travail à faire sur les auteurs. C'est très bien de les mettre en prison, mais les prendre en charge au long cours, c'est bien. Et un mois plus tard, j'ai malheureusement constaté son décès au domicile d'un coup de bisu dans le ventre. Elle a juste eu le temps de poser le bébé. Voilà. Et effectivement, ça me hante, parce que je me dis, peut-être que si elle avait été plus accompagnée au long terme, il faut les accompagner, ces victimes. Parce que l'emprise, ça s'arrête pas du jour au lendemain. L'emprise, elle est telle qu'il y a des femmes qui vont nous voir, qui vont nous dire « je suis victime de violences sexuelles, il m'a menacée avec une arme à feu ». Tout ça, c'est vrai. Mais elles ont tellement peur qu'elles sont capables, au procès, même après, de dire « non, en fait, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai ». Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il lui a écrit des lettres, il lui a dit qu'il l'aimait, il lui a dit tout ça. Cette jeune femme, j'ai pas tous les détails, mais elle retourne le chercher. Elle aurait pas dû avoir de contact avec lui. Si elle retourne le chercher, c'est qu'il y a des contacts avec lui. C'est que on l'a mal accompagné, tous, la société, peut-être nous aussi en tant que professionnels. Je pense que l'accompagnement au long cours de ces femmes, il est extrêmement important. Et il faut leur apprendre, il faut les accompagner longtemps. Il faut qu'elles voient des psychologues, il faut qu'elles voient des assistantes sociales, il faut qu'elles voient des juristes, au-delà de la période du dépôt de plainte. Et aussi, il faut faire comme en Espagne, avoir une politique beaucoup plus répréhensive pour les conjoints violents. Il y a 17 fois plus d'ordonnances de protection en Espagne. On ne se pose pas la question. Les mesures d'éloignement du conjoint violent avec le bracelet électronique, c'est très systématisé. Les voisins qui entendent des faits de violence, ils osent appeler la police, ils osent le faire, on n'ose pas assez le faire. Les médecins. Voilà, les médecins signalent. Voilà, tout le monde signale. Toutes les politiques qui se succèdent cherchent à mettre en place effectivement des mesures de lutte contre les violences faites aux femmes, et je ne peux que saluer ce qui a été fait. Mettons-les en pratique alors. Mais mettons-les en pratique, c'est exactement ça. Et pour les mettre en pratique, il faut aussi beaucoup de moyens. Bien sûr. Et mettons les moyens là où il faut et comme il faut. Si vous deviez, on arrive au terme de cette émission, si vous deviez faire passer un message, une seule chose, à une femme ou un enfant victime de violence, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? De ne jamais, que la honte n'est pas dans son camp, ça c'est certain. De ne jamais penser que cette situation est irrémédiable. Et de faire confiance qu'il y a des professionnels compétents autour d'elle, qu'il y a des associations autour d'elle ou de cet enfant qui vont être à son écoute, de ne jamais abandonner, et que le problème ne vient pas d'elle ou de lui, le problème il vient de l'auteur des faits. Et il faut que toutes ces femmes, que tous ces enfants se sortent de la tête que le problème vient d'eux. Le problème il vient de l'auteur des faits. Et ça c'est le message que je voudrais faire passer. Eh bien, merci beaucoup pour ce message. Alors, je monte votre livre. Hop, Corps, paru aux éditions Globe, que vous avez écrit avec Macha Seri. Voilà. Oui. Voilà. Il y aura peut-être un deuxième livre, vous m'avez dit. Oui, peut-être. Voilà, parce que vous avez compris, Karine a énormément d'histoires à raconter. Oui. On a beaucoup parlé des violences sur les enfants, sur les femmes, mais peut-être que la prochaine fois, vous nous raconterez autre chose. Je serais ravie de vous retrouver, peut-être dans un prochain épisode pour un témoin clé. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans Témoin clé. Merci beaucoup.